Viellard, je suis pédopsychiatre dans le service de pédopsychiatrie du professeur Poinceau à l'hôpital Sainte-Marguerite. Je travaille en particulier au centre ressources autisme et j'ai fait des consultations de pédopsychiatrie pendant 10 ans à l'hôpital Gastaut. Donc je vais parler des particularités de l'adolescence chez l'adolescent qui présente une épilepsie, des enjeux pour la transition. Alors c'est vrai qu'il y a des épilepsies et du coup il peut y avoir des adolescents qui vont avoir des troubles associés, une déficience intellectuelle associée, mais je parlerai aussi des adolescents qui n'ont pas forcément de déficience intellectuelle parce qu'on verra que l'adolescence elle est aussi compliquée dans ce cas de figure. Alors l'adolescence ordinaire, on va dire, c'est une période de toute façon de transition, de bouleversement physique très important, mais évidemment de bouleversement psychique aussi, avec un certain nombre d'étapes clés. Et on sait qu'à l'adolescence, donc c'est une période de maturation physique, de maturation sexuelle. Et puis ce qui est vraiment caractéristique dans le processus adolescent, c'est le développement progressif, l'accès progressif à l'autonomie, en particulier l'autonomie sociale. Et puis dans un deuxième temps, véritablement, l'accès à l'indépendance sociale, mais aussi financière. Ce qui est vraiment très important aussi dans la période de l'adolescence, c'est le développement d'une identité propre et le développement de capacités à faire des choix et à se projeter dans l'avenir, en particulier au niveau professionnel. Ce qu'on voit à l'adolescence, c'est vraiment une nécessaire prise de distance vis-à-vis des parents, de l'environnement familial. Et en fait, chez le petit enfant ou chez l'enfant, les parents sont très idéalisés et l'adolescent, voilà, il va prendre conscience que les parents ne sont pas si parfaits que ça. Et les images parentales ne sont plus autant idéalisées. Et une des caractéristiques aussi à l'adolescence, c'est qu'on a à ce moment-là le développement de potentialités intellectuelles nouvelles, des capacités de raisonnement nouvelles, avec par exemple la possibilité d'accéder beaucoup plus à l'abstraction. Et à ce moment-là, l'adolescent va être capable de développer des arguments, d'avoir ses propres convictions, ses opinions qui peuvent être complètement différentes de celles de ses parents. Et ça, justement, c'est sous-tendu par le fait de développer des capacités intellectuelles nouvelles. Ce qui est aussi très important à l'adolescence, c'est l'importance du groupe de pairs. Et ce qui permet justement de se détacher de ses parents, c'est quand on a aussi un groupe d'adolescents sur qui on va pouvoir s'appuyer. Donc ça, c'est le processus adolescent ordinaire, et on voit que déjà, dans ce cas de figure, le rôle des parents, il est compliqué, puisque le parent, il doit accepter d'être fragilisé, il doit accepter d'être un peu malmené, et il a un rôle délicat, puisqu'à la fois, il doit rester un repère important pour l'adolescent, mais en plus, il doit permettre à son adolescent de prendre de la distance. Donc on voit que l'adolescence, quand il n'y a pas de difficultés particulières, c'est déjà compliqué. Donc quand il y a une maladie chronique, et en particulier une épilepsie qui est présente, il va y avoir des interférences multiples entre la maladie et le processus adolescent. Et ce processus adolescent, il peut être entravé de différentes manières. Déjà, il peut être entravé par l'épilepsie, par la maladie en elle-même. Et il peut être entravé aussi par le trouble du développement intellectuel qui peut être associé, par le handicap qui peut être associé. Donc j'ai mis quelques domaines qui sont particulièrement impactés par l'épilepsie chez ces adolescents. Tout d'abord le développement de l'autonomie, après le développement des relations sociales et l'appartenance au groupe de pairs. On verra qu'il peut y avoir un certain nombre de troubles associés qui peuvent être majorés à l'adolescence ou apparaître à l'adolescence, en particulier des troubles anxieux, voire des troubles dépressifs, ou d'autres types de troubles. Et puis, je dirais quelques mots de l'observance du traitement aussi à l'adolescence, qui peut être un peu plus compliqué. Alors l'autonomie, qui est si importante à l'adolescence, c'est vrai qu'elle peut déjà être entravée par la maladie en elle-même, même quand l'adolescent atteint d'épilepsie n'a pas du tout de déficience associée, parce que donc, c'est cette maladie très particulière avec des contraintes qui sont liées aux crises, qui sont liées au traitement médicamenteux. On a déjà parlé tout à l'heure du caractère discontinu en fait, des crises par intermittence qui sont souvent imprévisibles et qui donnent donc ce sentiment d'une temporalité discontinue qui est extrêmement difficile à vivre pour l'adolescent mais aussi pour son entourage, et qui rend difficile aussi la projection dans l'avenir.
le fait aussi, surtout quand l'épilepsie est pharmacorésistante, d'avoir finalement peu ou pas de maîtrise des crises. Quelquefois, c'est difficile d'avoir une idée de facteurs déclenchants, de facteurs qui vont protéger un petit peu des crises. Et quelquefois, chez l'adolescent, la seule façon d'avoir un peu une maîtrise sur sa maladie, c'est de prendre le traitement ou de ne pas le prendre. Donc c'est une question qui est compliquée. Il va y avoir des difficultés d'accès à certaines activités, en particulier à la conduite automobile, mais aussi tout un tas d'autres activités qui sont déconseillées quand on fait des crises d'épilepsie. Et si on prend des activités comme par exemple faire de la plongée, on voit des adolescents qui ne sont pas forcément passionnés par la plongée, mais juste le fait qu'il y ait un interdit à un moment donné, ça peut devenir complètement insupportable. Et puis donc, quand on a une épilepsie, il y a une relation de dépendance à l'entourage qui reste importante, et on va avoir une relation de dépendance à l'entourage qui peut être un peu différente en fonction de l'âge de début de l'épilepsie. Et c'est pas pareil quand l'épilepsie a débuté dans l'enfance, ou même quelquefois dans la toute petite enfance, ou quand l'épilepsie va débuter au moment de l'adolescence. Quand l'épilepsie débute dans l'enfance, ce qu'on voit, c'est qu'initialement, la maladie, c'est essentiellement une préoccupation des parents, parce que le petit enfant n'a pas conscience de sa maladie, de ce que ça implique. Et quelquefois, donc, quand l'épilepsie est très présente, l'enfant s'est construit. Alors, identité de malade, c'est peut-être pas un terme très heureux, mais en tout cas, l'épilepsie, elle fait vraiment partie de l'identité de cet enfant, et la famille s'est réorganisée autour des crises. On parlait des difficultés à toutes les étapes, que ce soit au moment de la crèche, après au moment de l'école. Donc vraiment, l'épilepsie fait partie et est centrale dans le développement de cet enfant. Et chez certains adolescents, on peut avoir des inquiétudes, alors pas toujours forcément très conscientes, mais quelquefois des inquiétudes par rapport à la guérison. Quand on a grandi avec une épilepsie, avec tout un tas de remaniements, qu'est-ce qui se passe si on guérit ? Il peut y avoir un certain nombre de bénéfices secondaires donc qui sont complètement inconscients chez l'adolescent, mais en tout cas, l'idée que si on guérit, on peut être un peu plus lâché et que ça peut être un peu plus compliqué. Ce qu'on voit aussi quand l'épilepsie a débuté dans l'enfance et que c'est une épilepsie très active, c'est un lien qui est très exclusif, un lien très fusionnel entre le parent et l'enfant, et souvent entre la maman et l'enfant. Et je disais tout à l'heure que dans le processus adolescent, il faut pouvoir se séparer. Et donc ça peut devenir extrêmement compliqué quand le lien est très fusionnel, et ça peut aboutir quelquefois à l'adolescence à des relations justement extrêmement conflictuelles pour pouvoir se détacher. Quelquefois, ça devient particulièrement explosif. Donc la donne est un peu différente quand l'épilepsie va débuter à l'adolescence. À ce moment-là, donc l'enfant s'est développé de façon ordinaire, et puis tout d'un coup, c'est un coup de tonnerre dans un ciel serein. On va avoir un bouleversement au niveau du fonctionnement familial, avec quelquefois, là encore, un risque de surprotection, de surveillance anxieuse. C'est extrêmement traumatisant quand il y a une maladie qui débute comme ça au moment de l'adolescence. C'est difficile pour la famille, c'est difficile pour l'adolescent, et quelquefois, l'adolescent, il peut vivre le début de cette maladie comme une punition. Là aussi, quelquefois, c'est pas forcément très conscient. Qu'est-ce qui a pu se passer ? Qu'est-ce que j'ai pu faire pour que ça me tombe dessus ? Donc avec de nombreux questionnements, et c'est vrai que les médecins peuvent répondre quelquefois à la question du comment. Comment elle émerge, cette épilepsie, quel type d'épilepsie. Mais par contre, pourquoi ? Et pourquoi moi ? Ça, c'est une question auquel personne ne peut répondre, et qui est souvent très difficile à vivre pour les adolescents. On a parlé, d'ailleurs, dans le petit film, c'était évoqué un peu toutes les croyances erronées sur l'épilepsie, à des représentations quelquefois dans la population générale qui sont complètement erronées. Et puis l'adolescent lui-même, quand il débute une épilepsie, il peut avoir un certain nombre de représentations sur les causes, sur les conséquences de l'épilepsie qui peuvent être fausses, avec beaucoup d'angoisse par rapport à ces questions-là. Et puis il peut y avoir, alors surtout chez les adolescentes, peut-être plus que chez les adolescents, mais des préoccupations à propos de la contraception, et puis même à propos de la reproduction, avec l'idée de, est-ce que c'est quelque chose que je vais pouvoir transmettre à mes enfants ? Des questions compliquées. Si l'épilepsie est associée à un handicap intellectuel, à une déficience intellectuelle, il va y avoir
une complexité également, avec un décalage qui va être important entre le développement physique et les signes de puberté, qui peuvent correspondre à l'âge chronologique de l'enfant, et puis le développement cognitif et affectif qui peut être plus faible. Et ce décalage, il peut s'accroître quand on a une déficience intellectuelle légère. Par exemple, l'adolescence est une période où le décalage va s'accroître par rapport aux autres adolescents. Je parlais tout à l'heure donc du développement du raisonnement, des capacités à faire des choix et à se projeter dans l'avenir, à défendre des opinions. Les adolescents qui ont une déficience vont avoir de plus faibles capacités de raisonnement, ils vont avoir plus de difficultés du coup à faire des choix, à se projeter dans l'avenir. Et souvent, le parcours il va être pensé pour eux, c'est d'autant plus vrai que le handicap et que la déficience est importante. On verra que l'enjeu, c'est comment leur redonner finalement une place, même si le parcours, ils ne peuvent pas le déterminer eux-mêmes, mais comment ils peuvent s'inscrire en tout cas dans un parcours qui a été choisi pour eux. Ce qu'on voit quelquefois chez ces adolescents, c'est un discours qui peut être un peu plaqué, un peu calqué sur celui des adultes. Et puis, quelquefois, moins de remise en question de l'autorité parentale, des adolescents qui peuvent rester plus compliants, là encore, plus en accord avec ce que disent les adultes. Quelquefois, on voit un peu plus de relations conflictuelles avec des professionnels d'instituts médico-éducatifs, par exemple, qu'avec les parents. Les conflits peuvent se reporter quelquefois un peu sur d'autres adultes. Mais en tout cas, ce qu'on voit chez ces adolescents, c'est quelquefois le fait d'être pris entre le désir d'être autonome, mais des inquiétudes et donc une dépendance qui va persister par rapport à l'entourage. Par exemple, la peur de se perdre si on essaie de se déplacer tout seul, ou la peur d'être en échec, de ne pas y arriver. Quand les adolescents ont une déficience intellectuelle qui est sévère, c'est la question de l'adolescence et de la puberté, elle est encore plus compliquée. C'est vrai que certains adolescents peuvent être considérés un peu à vie comme des éternels enfants. La question des relations sociales, elle est compliquée. Donc c'est vrai que tous les adolescents, même avec une épilepsie, même avec une déficience, peuvent avoir l'envie d'appartenir, d'avoir des copains, d'appartenir à un groupe de pairs, de développer des relations intimes, des relations amoureuses. Mais ce qu'on voit, c'est que quand les adolescents ont une épilepsie, les difficultés de socialisation, elles peuvent être plus présentes pour différentes raisons. Déjà parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur l'épilepsie. Là encore, ça a été cité dans la vidéo, mais il peut y avoir des moqueries, il peut y avoir une stigmatisation. En particulier quand certains camarades ont assisté à des crises, le fait de ne pas trop comprendre les choses, ça génère de la peur. La peur, ça peut générer aussi des réactions de moquerie et une stigmatisation. Le fait aussi d'avoir moins d'autonomie, de se déplacer moins facilement ou d'être contraint, on parlait des horaires de prise de traitement par exemple, donc une hygiène de vie aussi très importante, ça peut réduire aussi l'autonomie chez l'adolescent. C'est pas facile de sortir avec les copains ou même d'aller dormir chez d'autres personnes s'il y a la contrainte des crises et des traitements. Il peut y avoir un retard scolaire. Alors le retard scolaire, il est plus ou moins important en fonction de l'efficience intellectuelle, mais même chez les adolescents qui ont une épilepsie et qui n'ont pas de déficience, on a souvent un retard scolaire du fait de l'absentéisme en lien avec les crises, du fait de la fatigue, du fait des difficultés au niveau des fonctions exécutives. Donc on a souvent quand même un décalage, là encore, par rapport aux adolescents du même âge. Et puis on peut avoir aussi chez certains d'entre eux un certain manque d'habileté sociale, des difficultés au niveau de la cognition sociale, des difficultés d'ajustement aux autres, qui peuvent être en lien avec différentes causes. Il peut y avoir des troubles du spectre de l'autisme qui sont associés à l'épilepsie. Et on sait que les TSA ils sont plus fréquents dans la population des adolescents, des enfants, des adolescents épileptiques que dans la population générale. C'est le cas pour les adolescents qui ont une épilepsie et une déficience intellectuelle, mais c'est aussi le cas pour les adolescents qui ont une épilepsie sans déficience intellectuelle. Et quelquefois, au-delà de la question du TSA, on peut avoir certains enfants, certains adolescents avec une épilepsie qui ont un trouble de la cognition sociale, mais sans avoir de tableau complet de trouble du spectre autistique. Après, quand on a une déficience intellectuelle associée, il peut y avoir aussi d'autres difficultés de socialisation. On a certains enfants, par exemple, qui ont été scolarisés à l'école maternelle, qui ont été
même quelquefois en primaire, dans une école ordinaire, dans une classe ordinaire ou dans une UNIS. Ils ont pu se faire des amis, et après, quand il y a une orientation en IME, les amis ils peuvent être perdus de vue, pour différentes raisons. Il peut y avoir des centres d'intérêt qui vont être différents à l'adolescence. Et puis, il y a aussi vraiment la question de l'éloignement géographique, quand les enfants sont en IME. L'IME, quelquefois, il peut être très éloigné de leur domicile. Et du coup, le week-end, on ne peut pas retrouver les camarades qu'on a rencontrés à l'IME, par exemple, parce qu'il peut y avoir cet éloignement géographique. Donc, une des caractéristiques des adolescents avec une épilepsie et avec un handicap associé, c'est souvent le fait de se développer essentiellement auprès des adultes, avec un manque de relations horizontales. On est plus au contact des adultes. La sphère sociale, pour certains d'entre eux, elle peut se limiter à la sphère familiale, et donc le groupe de pairs peut manquer. Il y a aussi des difficultés d'accès à l'intimité et à la sexualité. Et la question de la sexualité, c'est vrai qu'elle peut être redoutée, elle peut être occultée, parce que voilà, ça peut être source de complications. Et du coup, il va y avoir des inquiétudes pour l'entourage familial, des inquiétudes aussi pour les soignants. Ça peut être un peu différent en fonction des sexes. C'est vrai qu'il y a particulièrement des inquiétudes chez les filles, avec la crainte d'une certaine naïveté, avec un risque qui est quand même plus important d'abus sexuels, et puis la question de la contraception qui est aussi compliquée voilà, pour l'entourage et pour les soignants en particulier, et puis des inquiétudes aussi de l'adolescent ou de l'adolescente elle-même. La puberté, la sexualité, ça peut être un peu tabou, en particulier en France, ça reste quand même assez tabou. Et par exemple, une jeune fille qui n'est pas au courant qu'elle va avoir ses règles, elle peut évidemment, quand ça survient, être extrêmement inquiète et avoir l'idée que si elle a des règles, c'est qu'elle est très malade et qu'elle peut mourir. Voilà, donc des inquiétudes et des représentations compliquées. Parmi les troubles qui peuvent être associés, donc on sait qu'à l'adolescence, la question de la norme ou de la normalité, elle est très importante. Et chez l'adolescent qui a une épilepsie, l'adolescence, c'est vraiment une période de prise de conscience plus importante de la maladie. Et moi, ce que j'ai pu voir dans mon expérience, c'est que quelquefois, plus l'écart avec la normalité, entre guillemets, est réduit, et plus le handicap peut être source de souffrance. Et on se rend compte que quelquefois, la maladie, elle peut paraître très peu visible. Les adolescents peuvent avoir une épilepsie qui est bien équilibrée, ils peuvent être scolarisés dans un milieu ordinaire, mais finalement, la maladie, elle est quand même présente et elle est très mal supportée par certains adolescents. Ça, c'est pas toujours compris par l'entourage et par les soignants, et du coup, l'adolescent peut avoir vraiment un peu le sentiment d'être incompris. Et puis, donc, il peut avoir un sentiment de rejet, un sentiment de dévalorisation, un sentiment de honte, en particulier quand des camarades ont assisté à des crises. Et donc, le risque, c'est vraiment des fragilités au niveau de l'estime de soi. Et chez certains adolescents, vraiment le développement de troubles anxieux, voire de troubles de l'humeur, de troubles dépressifs. Ou bien alors d'autres types de manifestations, qui sont les crises non épileptiques psychogènes, qui sont des manifestations qui vont ressembler à des crises d'épilepsie, mais qui n'en sont pas, et qui vont être plus en lien avec des difficultés à prendre conscience et à exprimer des émotions. Et on sait que c'est souvent compliqué quand il y a la coexistence de crises d'épilepsie et de crises non épileptiques psychogènes. Il peut y avoir un risque accru de passage à l'acte auto-agressif à l'adolescence, alors soit dans le cadre véritablement d'un épisode dépressif, mais quelquefois on voit que les adolescents ne sont pas forcément déprimés, mais ils peuvent être très impulsifs, et du coup il peut y avoir un passage à l'acte comme ça, impulsif, sans qu'il y ait vraiment de troubles de l'humeur derrière. Chez l'adolescent qui a une déficience intellectuelle associée, il peut y avoir aussi donc une idéalisation du milieu ordinaire, et puis quelquefois des réactions un peu de prestance, de déni du handicap, le fait de projeter ses faiblesses sur les autres, de dire que voilà, eux finalement ne sont pas si faibles que ça. Ils prennent quand même conscience pour un certain nombre d'entre eux que c'est difficile de se faire des amis, et vraiment il peut y avoir une souffrance qui est en lien avec l'isolement, avec la solitude. Et puis l'image, elle est mise à mal aussi souvent par le handicap et puis par les échecs qui sont répétés, avec là encore un risque de trouble de l'estime de soi.
Et puis chez l'adolescent qui a une épilepsie et qui a une déficience intellectuelle associée, il peut y avoir une souffrance dépressive, mais qui ne va pas s'exprimer. L'adolescent ne va pas exprimer sa tristesse, il ne va pas forcément pleurer. Quelquefois, ça peut être marqué un peu par de l'irritabilité ou par des réactions caractérielles. Donc il faudrait être extrêmement attentif aux modifications de comportement, aux modifications des centres d'intérêt, par exemple, de ces adolescents. Et puis chez l'adolescent qui a une déficience intellectuelle, on peut aussi avoir ces crises non épileptiques psychogènes et des troubles dissociatifs qui vont justement traduire un inconfort, un vécu douloureux et voilà, qui ne peuvent pas forcément s'exprimer autrement que par des manifestations somatoformes. Quelques mots sur l'observance du traitement à l'adolescence. Donc l'observance thérapeutique, c'est le degré d'adéquation entre la prescription médicale et la réalisation par le patient. Donc ça va concerner dans l'épilepsie les traitements médicamenteux, mais pas que. Hein, ça concerne aussi l'hygiène de vie. Et les particularités liées à l'épilepsie, contrairement à d'autres maladies chroniques, c'est, on en a déjà parlé tout à l'heure, les difficultés à contrôler finalement des crises, et puis le fait d'avoir un long parcours souvent en lien avec cette maladie. Et on sait qu'à l'adolescence, on peut avoir un risque de moins bonne observance du traitement, avec un risque d'aggravation à ce moment-là de la morbidité, la mortalité qui est liée à l'épilepsie, et puis une moins bonne qualité de vie, à la fois pour l'adolescent, mais aussi pour son entourage. Quelles peuvent être les raisons d'une mauvaise observance du traitement? Il peut y avoir des oublis, évidemment. Dans ces cas-là, on essaiera de travailler sur comment faire pour moins oublier, comment mettre des systèmes de pilulier, par exemple, ou d'alarme. Mais quelquefois, l'oubli du médicament, il est conscient, et ça peut rentrer dans le cadre d'une expérimentation un petit peu de ses limites. Une prise de risque, comme on peut le voir à l'adolescence. Et ça peut être une façon de se réapproprier la maladie. Je vous disais tout à l'heure, quand vraiment les crises sont incontrôlables, qu'on ne sait pas trop quels sont les facteurs qui peuvent les provoquer, dans ces cas-là, le fait d'avoir une maîtrise de la maladie, ça peut être, voilà, je décide de prendre ou de ne pas prendre mon médicament. Et bon, c'est une question qui est très compliquée et dont les neuropédiatres pourront vous parler aussi. Donc quelquefois, il peut y avoir des effets secondaires des traitements qui occasionnent une mauvaise observance du traitement. Mais ce qu'on voit, c'est que finalement, il n'y a pas toujours de relation entre les effets secondaires dont se plaignent les adolescents et puis le fait de bien prendre le traitement ou non. Il peut y avoir chez certains adolescents un sentiment un peu d'invulnérabilité, avec l'idée que même s'ils ne prennent pas le traitement, finalement, ça ne va rien changer. Et derrière ça, il peut y avoir un déni de la maladie. Et quelquefois, c'est masqué par une attitude de pseudo-acceptation de l'épilepsie. Donc en consultation, les adolescents peuvent paraître très compliants, mais en fait, on se rend compte derrière que le traitement n'est pas forcément pris comme il faudrait. Et puis, il faut être particulièrement attentif aux adolescents qui ont un profil hyper compliant, qui sont dans la maîtrise quasi obsessionnelle, par exemple, de la prise du traitement. Ces adolescents-là font beaucoup d'efforts. Et là encore, quand ils sont face à une épilepsie pharmacorésistante, le risque, c'est vraiment un découragement à un moment donné, le fait d'avoir l'impression de tout faire et puis ça ne marche pas bien. Et du coup, il peut y avoir des effondrements dépressifs, en particulier chez ces profils d'adolescents. Donc les enjeux de la transition à l'adolescence, donc c'est des enjeux qui sont complexes, mais du coup, c'est essentiel d'évaluer le retentissement de l'épilepsie dans tous les domaines de la vie de l'adolescent. Où est-ce qu'il en est en termes d'autonomie, de vie sociale, pouvoir dépister les troubles qui sont associés, évaluer l'observance du traitement. Et puis quand on peut, et en particulier quand l'épilepsie a débuté dans l'enfance, ça peut être intéressant de redonner vraiment une place à l'adolescent. Quand l'épilepsie a débuté dans l'enfance, l'annonce, c'est vrai qu'elle a été faite aux parents, et ça peut être intéressant de prévoir une consultation comme si c'était une annonce diagnostique finalement avec l'adolescent. Essayer de le recevoir seul quand c'est possible. Évidemment, on reçoit les parents, mais ça peut être bien d'avoir un petit temps pour discuter avec l'adolescent. Et puis, voir, même si le projet il n'a pas été élaboré par lui au départ, c'est pas forcément lui qui a fait tous les choix, mais comment faire pour qu'il puisse là encore se réapproprier un peu les projets qui lui sont proposés. L'éducation thérapeutique, c'est un outil qui peut être très intéressant, qui permet de faire le point sur les connaissances et les croyances associées à l'épilepsie.
essayer aussi de voir quels sont les symptômes de la maladie qui sont objectifs et quels sont les symptômes qui sont perçus par l'adolescent. Et là aussi, quelquefois, on peut avoir des différences importantes. Et puis, l'intérêt de l'éducation thérapeutique, c'est aussi le groupe, le fait d'essayer de reconstituer un groupe de pairs. Et pour avoir participé à un groupe d'éducation thérapeutique, on voit qu'en début de journée, les adolescents, ils sont un peu tous sur leur téléphone, et puis en fin de journée, voilà, on voit qu'ils ont quand même pris plaisir à partager, à échanger. Et puis, c'est vrai que voilà, quand on est médecin, quand on est soignant, on a des connaissances, mais on n'est pas confronté aux mêmes choses. Donc le partage entre pairs, il est très important. Donc c'est essentiel d'évaluer aussi le retentissement de l'épilepsie sur l'environnement familial, sur les parents, mais aussi sur la fratrie. J'ai pas beaucoup de temps, mais on pourra développer ça peut-être après. La question de la place dans la fratrie, elle est très importante. Et c'est pas pareil si l'adolescent qui a une épilepsie, elle est née, et qui se retrouve dépassé du coup rapidement par des frères et sœurs plus jeunes qui, eux, vont pouvoir développer une autonomie plus facilement, ou bien alors si au contraire l'adolescent qui a une épilepsie est le plus jeune, avec dans ces cas-là des frères et sœurs qui peuvent être un peu des substituts parentaux. Et puis, donc le soutien parental, il est essentiel, et la question du rôle de parent est encore plus compliquée chez un adolescent qui a une épilepsie. Comment faire pour lui permettre de s'autonomiser dans la mesure de ses possibilités, comment se détacher, comment lui permettre de faire des choix quand c'est possible, et puis comment lui redonner des responsabilités finalement pour qu'il puisse être valorisé, et quelle place là encore dans la famille et dans la fratrie. Et donc le rôle des associations qui est capital. Là encore, l'éducation thérapeutique, la discussion entre pairs, c'est important. La discussion entre parents qui sont confrontés aux mêmes difficultés, c'est essentiel aussi. Donc pour tous les patients, se pose la question de l'avenir et de la transition du modèle de soins pédiatriques vers le modèle de soins adultes. Et du coup, je laisserai Géraldine Daquin aborder un peu plus cette question-là du point de vue du neurologue. Je vous remercie, je vais m'arrêter là. Merci Marine. On est frappé quand on est face à une famille avec un enfant porteur de handicap intellectuel. Il y a une forme, initialement, dans l'enfance, on parle beaucoup d'apprentissage académique. On est les familles, et puis nous aussi, certainement, on est assez focalisés sur cette dimension-là. Et puis, quand même, très vite, après 10 ans, viennent des questions liées au savoir-être social, je ne sais pas comment on peut dire, mais ce qui inquiète beaucoup les familles, c'est cette forme de crédulité, de naïveté qui fait que l'autonomie est très impactée. Et du coup, est-ce qu'on a des leviers à activer un peu plus tôt qu'à l'adolescence pour essayer de faire prendre conscience aux éducateurs, au sens large, de cette difficulté qui est quand même très fréquente et qui après prend beaucoup plus, il me semble, de place que les problèmes éventuellement, disons les faibles apprentissages académiques ou les faibles connaissances. Est-ce qu'on pourrait faire mieux ? C'est une question compliquée parce que c'est vrai qu'on est dans une société déjà compliquée. La cognition sociale, c'est quelque chose de très complexe. Comment interpréter les intentions des autres, comment s'ajuster aux autres, c'est très compliqué. Moi qui travaille dans le domaine de l'autisme, des troubles du spectre autistique, c'est une question auquel on est confronté aussi. Et du coup, je pense qu'il faut partir de situations très concrètes pour essayer de voir comment l'enfant peut interpréter les choses à partir de petits livres, à partir vraiment des situations de la vie quotidienne, pour savoir qu'est-ce qu'il comprend d'une situation. Mais voilà, ça reste une situation compliquée. Et le fait déjà de se poser la question et d'essayer d'évaluer, par exemple, ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, moi, ça me paraît important.